Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono. On se retrouve comme tous les jeudis soirs avec nos invités, avec nos chroniqueurs pour décrypter toute l'actualité de cette semaine et puis les grands rendez-vous à venir à l'agenda sportif bien entendu. Une émission qui va être largement consacrée à l'actualité du football, vous le verrez. Et à mes côtés, on va retrouver tout d'abord notre chroniqueur expert football Baptiste Brossard. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Alexandre. Et on va notamment parler ensemble du derby de N2. Oui, effectivement. Qui attend les Herbiers et la Roche VF. On en reparlera dans le milieu d'émission. Et nos invités, ils sont trois autour de la table. Trois invités de l'Étoile sportive arnésienne football, notamment l'équipe première qui évolue en D3 féminine. Tout d'abord avec Meta Camara, capitaine de cette équipe. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. À vos côtés, Meta Anthony Gauvin, l'entraîneur de cette équipe. Bonsoir Alexandre. Et à vos côtés, Malika Bousso, coprésidente de la Roche ESO. Bonsoir Malika. Bonsoir. Bon, et bien donc on va parler tout d'abord de ce club, La Roche ESO, engagé en D3 féminine, rétrogradé donc depuis cette saison dans cette nouvelle division. Mais on va parler des choses positives, bien évidemment aussi, puisque vous êtes 6e actuellement avec 24 points. La première question, peut-être, elle est pour vous, Anthony. Quel est le bilan maintenant, à peu près à ces 2/3 du championnat? Quel premier bilan vous dressez avec votre équipe? Par rapport au classement, il est un petit peu négatif, parce que voilà, on pensait être évidemment dans les plutôt plus hauts, et puis mais bon, quand on regarde le classement, on n'est qu'à 3 points du 3e, donc bon, c'est seulement une seule victoire. Mais c'est vrai que je pense que par rapport à la qualité de notre équipe, je pense qu'on doit être au niveau du classement bien mieux que cette 6e place. C'est ça, seulement 8 points de Roubaix qui est sur la deuxième marche du podium. Les deux premières équipes, elles seront promues en D2. Meta, vous, c'est votre première saison au club, comme Anthony d'ailleurs, qui est arrivé cette saison. Quelles sont vos impressions quant au niveau de cette D3 féminine que l'on ne connaissait pas? C'est un nouveau championnat, une fusion d'un bas de classement de D2 et d'un haut de classement de R1. Quelles sont vos impressions à vous, Meta, sur ces premiers mois? Je peux dire que c'est pas la même chose avec la R1, mais je peux dire que c'est un peu plus proche de la D2, parce que ce sont des joueuses de D2 qui sont venues en D3, comme moi par exemple. J'étais en D2, je suis venue en D3. C'est pas une chose qui m'impressionne beaucoup, tu vois. Là, je me sens bien comme... C'est comme si je suis en D2, moi. C'est ça, vous êtes notamment passé par Bourges et puis par Yzeure sur les deux dernières saisons. Malika, vous en tant que coprésidente, évidemment, vous suivez avec attention les matchs de l'ESO. Oui. Quel regard vous portez sur ces 7 premiers mois de compétition? Alors pour moi, on n'a pas été rétrogradé parce que c'est la création d'une autre division, sachant quand vous enlevez la moitié d'une équipe qu'à la moitié des équipes d'un championnat. C'était le cas l'an dernier. C'était le cas. Donc en fait, c'est pas les 2 3e qui sont passés en D3, il y avait 12 équipes, il y en a 6 qui sont restées et 6 qui sont passées en D3. Il faut que ça se mette en place. Je pense qu'il y a des équipes. Voilà, la D3 va devenir le niveau D2 qu'on a connu. Là, il y a encore 1 an ou 2 ans, comme il y a des régionales qui sont montées, notamment, il n'y a pas eu de barrage cette année. Il y a des équipes régionales qui ne connaissaient pas ce niveau-là, mais ça va vite devenir la D2 qu'on a connue l'année dernière. Oui. Je me permets, est-ce que globalement vous pensez que ça élève le niveau, il y a un intérêt dans cette refonte ou... Il va y avoir un intérêt sur la D2, j'ai pas été voir des matchs de D2 encore, mais quand on voit la D2, maintenant c'est un seul championnat. Quand on voit par exemple le FC Nantes, il faut savoir que le FC Nantes devait être en D3 cette année avec nous, elle se retrouve première ou deuxième du championnat, donc voilà, on n'était pas, le niveau est pas si loin. Je pense que la D2 a bien évolué aussi, là, c'est la D2 qui va partir peut-être un petit peu plus vite, qui va se rapprocher de la D1, parce qu'il n'y a que des contrats professionnels. Je veux dire, quand vous allez jouer, vous êtes au FC Nantes et vous allez jouer à Marseille, à Nice, surtout le week-end, à part des joueuses sous contrat, je ne vois pas comment on peut faire jouer des joueuses amateurs. Où il y en aura très peu. Donc ça va se professionnaliser, et même là, il est noté au niveau de la Ligue, au niveau de la fédération, la D1 est professionnelle et la D2 va passer professionnelle. Donc ça va tirer vers le haut. Et puis il y a aussi beaucoup d'équipes qui n'étaient pas très connues, on va dire, dans cette D3. Pas facile forcément d'appréhender ces matchs là en amont, Anthony, avec votre groupe. Alors moi, en plus, j'ai découvert le football féminin, donc pour moi aussi c'était tout à fait autre chose. Et évidemment, le niveau R1, le niveau D3 et le niveau D2, il y a quand même beaucoup d'écart avec les filles. Donc il y a des équipes qui, le haut du tableau, Saint-Malo, Roubaix, qui ont des filles qui vraiment le niveau
des 3 forts, voire des 2, et le bas, comme Châtellerault, comme 3, ce sont des équipes qui sont montées de R1 et on voit qu'elles elles sont restées un petit peu à ce niveau-là. Donc c'est vrai que, comme disait Malika, cette première saison, il y a vraiment beaucoup d'écart entre les clubs. Et dans les années à venir, je pense que ça va évidemment se niveler et on va pouvoir avoir un championnat beaucoup plus homogène. Et puis on en parlait sur l'entretien 85 chrono qu'on avait réalisé en début de saison, première fois avec un effectif féminin, puisqu'on vous connaît bien en Vendée, vous avez été au Vendée Fontenay Foot pendant près de 10 ans, à Choret aussi avec une expérience avant d'arriver à l'ESO en début de saison. Cette adaptation avec un travail féminin, vous disiez que c'était aussi plus scolaire le travail avec les filles qu'avec les garçons, c'est toujours le cas à l'entraînement aujourd'hui ? Oui, alors il y a une évolution qui a été faite, moi j'ai trouvé que chez les filles, les objectifs qui ont été fixés, que je me suis fixé, aujourd'hui ne sont pas tout à fait atteints, mais on voit quand même une évolution, une très forte évolution au niveau du jeu. Donc maintenant, il faut qu'au niveau de l'attitude, au niveau de la compétitivité, il faut encore développer tout ça. Mais oui, elles sont dans cette ligne directrice de vouloir évidemment tout le temps progresser, et ça c'est très très intéressant. Je voyais Meta acquiescer à côté, d'accord avec ce que dit le coach. Ouais, moi je disais ça souvent aux filles parce qu'il est venu, il a apporté quelque chose. Je peux dire, vu que c'est mon première fois, et je serais content aussi de l'avoir toute mon carrière comme coach, parce qu'il a, il a amené beaucoup de choses sur nous, depuis le début de saison jusqu'à là. Si tu vois notre jeu, au début et là, on a beaucoup progressé, et on continue, Inch'Allah, de progresser sur ça aussi. Malika, on imagine aussi que c'est important d'avoir un entraîneur qui est aussi investi dans un projet, puisque l'ESO c'est avant tout un projet du foot féminin en Vendée. Oui, c'est vrai qu'on a mis. Donc Fabrice nous a quittés pour des raisons familiales et personnelles la saison dernière, et c'est vrai qu'on a mis un peu plus de temps. Les filles se sont un petit peu inquiétées, mais on a vraiment mis du temps à trouver un entraîneur parce qu'on voulait vraiment un entraîneur qui satisfasse les féminines, et on voulait de la compétence aussi. Donc on a contacté Anthony, et puis voilà, ça s'est fait. Mais oui, le club est content d'avoir Anthony. Oui. On va avoir l'occasion, Anthony, aussi de rebondir sur les objectifs un peu plus loin dans cette émission. Mais avant cela, je vous propose de commencer à ouvrir notre agenda sportif du week-end avec les grands rendez-vous à suivre sur les 3 prochains jours. Et pour démarrer, on va en parler dans quelques minutes, mais c'est le gros rendez-vous football du week-end. Vendredi soir, place au derby vendéen de National 2, un match de la 20e journée pour accrocher les premières places et rester en course pour une possible montée. Coup d'envoi à 19h entre les Herbiers et la Roche-VF au stade Massabielle. Un étage en dessous en National 3, on jouera également la 20e journée, samedi soir à 18h. Au menu, un autre derby, les Sables FCOC face à la Châtaigneraie. En très grande forme, Chaland et Fontenay-le-Comte accueillent respectivement Château-Gontier et la réserve du Stade Lavallois. Enfin, l'actuel leader, le Poiret-sur-Vie, ira à Saint-Nazaire. On passe à présent au basket avec un rendez-vous hors Vendée en Ligue féminine. La 20e journée réserve un derby ligérien entre Angers et La Roche-Vendée Basket samedi soir. A noter que les espoirs du RVBC en National 2 féminine seront-elles à Rezé samedi en fin d'après-midi. En National 1, poursuite de la phase 2 dans le groupe C pour sa 3e rencontre. Les Sables Vendée Basket reçoit Feur vendredi soir à la salle Beau Séjour. Dans le même temps, cette fois dans le groupe B, le Vendée Chaland Basket ira à Orchy. On descend d'un étage à présent pour regarder du côté de la National 2 masculine. 21e journée samedi soir et rencontre capitale en vue du maintien pour le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket qui reçoit la Lanterne Rouge Saint-Médard. Début de la rencontre à 20h à la salle des sports. Et puis on termine cette page basket encore un cran plus bas sur les parquets de N3 masculine. 3 rencontres à domicile samedi soir pour la 21e journée. Luçon-Saint-Gemme face à Orme. Duel des extrêmes entre l'entente des clubs de la Roche-sur-Yon, bon dernier, et le Tour NBC leader. Chalon-Riévy recevra pour sa part Cherbourg. Et puis 2 déplacements, Chambretot et Salertaine qui iront respectivement à la Séguinière-Saint-Louis et à Caen-Hérouville. Et puis du côté des féminines en National 3, coup d'envoi dimanche à 15h30, 2 affiches sur les parquets vendéens. Les Herbes Bretaises reçoivent le Poinçonnet. Chantonnay-Saint-Germain jouera face à Limoges. À l'extérieur, le Smash ira à Plébert-Christ. Riévy se rendra lui à Choret pour cette 20e journée. On poursuit en handball avec un double rendez-vous. Le premier en National 1 féminine, 18e journée. Le RVHB 3e accueille Bruguière, avant-dernier du groupe. Rendez-vous à 20h30 samedi soir à la salle Omnisport. Et comme d'habitude, cette rencontre de N1 sera précédée par la levée de rideau avec la rencontre de National 2. L'équipe réserve de la Roche-Vendée Handball à 18h30 reçoit Bègle. On reste à la Roche-sur-Yon
on arrive à la fin de cette première partie de l'agenda avec du rink hockey, l'un des gros rendez-vous de la saison. 6 buts partout au match aller, match au retour entre la Vendéenne et Saint-Omer pour les quarts de finale de la Coupe de France. Rencontre à suivre samedi soir à 20h30 à l'Angelmière. Et puis on termine avec une autre affiche majeure loin des terres vendéennes. Battu 4-3 à l'aller, le Hobli doit s'imposer samedi soir sur la patinoire de Villard-de-Lans pour espérer poursuivre l'aventure en play-off de D2. De hockey sur glace, en cas de victoire, les Lyonnais disputeraient un 3e match décisif le lendemain, le dimanche en Isère. Je vous le disais avant de commencer cet agenda du week-end, on va parler football avec le derby de National 2. Mais avant cela, un point puisque démarrera dès lundi prochain la 51e édition du mondial de Montaigu. Cette compétition réservée aux moins de 16 ans se déroulera donc du 25 mars au lundi 1er avril. Le premier match, ce sera Portugal-Japon à Fontenay-le-Comte et France-Pays-Bas à Montaigu pour le tournoi Nation féminin. L'occasion de vous rappeler également que TV Vendée diffusera les 3 finales en direct. La finale du tournoi Nation féminin le dimanche 31 mars et puis en clôture les 2 dernières finales, celle du Challenge Club et le tournoi Nation masculin. Voilà, on y arrive. Baptiste, c'est l'heure de la chronique avec notre expert football. Pas de jingle, on est parti Baptiste. On est parti. Alors, un grand rendez-vous qui attend les Herbiers et la Roche VF. On va faire le point assez rapidement d'abord sur les enjeux de ce match. Oui. On arrive au printemps et les rencontres à très très fort enjeu arrivent également. On va le voir avec le classement, c'est ni plus ni moins le 3e qui affronte le 4e. Les 2 équipes vendéennes qui sont sur des dynamiques plutôt positives globalement, même si les Herbiers ont connu une passe on va dire compliquée entre janvier et mars avec 6 rencontres, il me semble, sans victoire. Ils ont retrouvé la victoire la semaine dernière à Saint-Privé-Saint-Hilaire et ils se présentent là à domicile face à leurs voisins lyonnais. Une rencontre qui risque de lancer ou non des dynamiques pour la fin de saison. On se rappelle du match aller où les 2 équipes étaient au coude à coude et où les Herbiers s'étaient imposés et derrière avaient enchaîné sur une fin d'année 2023 très très belle et leur avait permis de prendre la première place. J'ai envie de dire rebelote, les 2 équipes sont encore au coude à coude et celui qui en sortira vainqueur, s'il y en a un, prendra une belle option pour bien finir la saison. Et puis justement, on a été rencontrer les 2 acteurs, enfin 2 des acteurs du match de vendredi soir, Laurent David et Frédéric Reculot, les 2 coachs. Question posée, comment avez-vous préparé cette semaine ? Comme toutes les semaines, avec un peu de baume au cœur parce qu'on a enfin inversé la tendance la semaine dernière en allant gagner à Saint-Privé et moralement bien évidemment ça a fait du bien à l'équipe et puis on a préparé les choses comme d'habitude et maintenant on n'est pas très loin de ce derby. On est resté sur nos principes, je crois que ça sert à rien de tout changer parce que c'est un derby ou parce qu'on joue le 3e. Il faut rester sur nos principes, ce qu'on fait depuis maintenant 20 mois. Il reste 7 matchs, tout peut aller très vite. On a vu que nous, pendant 6 matchs, on n'a quasiment pas avancé et on n'est que à 4 points du premier. Mais effectivement, il vaut mieux le gagner. Parce que d'une part, ça permettrait de passer devant La Roche et de gagner une place et au moins de maintenir l'écart avec le premier. Après, La Roche reçoit aussi Libourne. Donc chaque journée va être difficile pour chaque équipe, pour tout le monde, parce qu'il y a effectivement le haut du classement, mais il y a aussi le bas, et chaque équipe n'a pas envie de descendre. Donc c'est un championnat cette année extrêmement difficile, parce que chaque match est vraiment dur, et il faut aller chercher des victoires, et c'est pas simple. Elle s'est passée comme d'habitude, il n'y a rien eu de particulier. On est dans une volonté de vouloir faire une fin de championnat intéressante pour nous, donc voilà, que ça soit tel ou tel adversaire pour nous, même si c'est un derby, forcément que l'attente va être plus importante, mais on sait que le vendredi sera fait pour ça, donc les jours qui précédaient, on s'est plutôt interrogé sur ce qu'on devait faire cette semaine plutôt qu'autre chose, quoi. Étant à domicile avec un public nombreux, ils vont avoir des forces décuplées et forcément qu'il va être secoué, donc il faut être en capacité d'accepter cette dimension-là. J'ai en coin de ma tête ce qu'on avait bien fait au match aller, forcément qu'il y a des choses qui ont fonctionné parce que le match a été plutôt en notre faveur, même si à l'arrivée, une fois de plus, les points on les a pas pris, mais voilà, on sait que on a eu une emprise sur notre adversaire, ce qui est toujours important. C'était un premier match. Il n'aura pas d'impact sur le deuxième. Le deuxième, c'est tout nouveau, c'est quelques mois après, avec un classement différent. Peut-être que sur le retour, il y aura un peu plus de tension parce qu'on approche de la fin, on approche de la ligne d'arrivée. Je pense que cette équipe, elle évolue. Maintenant, voilà, si elle est capable d'aller gagner et de remporter un match à l'extérieur dans un match comme celui-ci, je pense qu'elle aura marqué d'un grand pas son évolution. Ouais. Alors Baptiste, on va maintenant s'intéresser équipe par équipe, les grandes lignes pour ce derby. Et on va commencer avec les Herbiers tout d'abord. Du côté Herbretais, on va parler un peu de pression tout de même. C'est une équipe qui évolue à ce niveau-là depuis plusieurs saisons et qui n'a que rarement caché ses ambitions de retrouver l'échelon supérieur.
Ils ont connu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une passe compliquée entre janvier, février et mars. Est-ce que la victoire de la semaine dernière va être synonyme de relance et se concrétiser à domicile contre les Herbiers? C'est à vérifier. Ils sont en manque d'efficacité offensive. Le coach Laurent David en a parlé pas mal de fois sur les rencontres où soit ils ont perdu, soit ils n'ont pas réussi à gagner en faisant uniquement match nul. Ça va être un véritable enjeu aussi pour eux de s'imposer à domicile et de recoller, on va dire, au haut du tableau. Et puis du côté de la Roche VF, il y a aussi cette envie de se maintenir sur le podium et d'aller chercher un peu plus haut, peut-être. La Roche est plutôt dans une dynamique constante. Ils n'ont pas connu de trou, on va dire. Et on le voit sur les dernières rencontres, c'est très très efficace au milieu de terrain en particulier. La maîtrise technique du côté lyonnais est très très intéressante. Et je pense que ça va être une des clés de la rencontre demain. Si La Roche est capable d'imposer sa maîtrise aux Herbiers comme ils l'ont fait au match aller, et ça ne s'était pas concrétisé malheureusement pour eux, mais s'ils sont capables de tenir le ballon au milieu et de mettre autant d'intensité dans les courses comme ils ont pu le faire encore une fois au match aller, ils ne seront pas loin de faire la très grosse opération de cette journée. Bon, et puis en tout cas, avant le coup d'envoi à 19h demain soir au stade Massabielle, nous avons aussi demandé aux deux coachs s'ils avaient un message à s'adresser l'un à l'autre avant le derby. Il y a la confrérie, hein. On est tous, on sait que c'est un métier difficile, que ce soit pour Fred ou pour moi ou pour tous les autres coachs, et on souhaite jamais le malheur d'un coach. Donc je lui souhaite bien évidemment de réussir, mais après le match de vendredi. On va être le plus sincère possible. Voilà, je vais lui souhaiter un bon match parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà, je ne fais pas à tout le monde, mais c'est vrai que Laurent, voilà, je essaie de faire un bon match. Bon, j'imagine que sa victoire de la semaine dernière aussi à Saint-Privé, qui est jamais facile à aller chercher, lui donne une dynamique positive par rapport à ses résultats précédents. Donc voilà, je sais qu'il prépare bien, je sais qu'il bosse bien, je sais que ce match-là, ils l'ont soigné aux oignons, donc il n'y a pas de souci. Je sais qu'on va affronter une belle équipe et j'ai pas de doute là-dessus, quoi. Donc bon match à lui. Et puis pour conclure cette page spéciale derby, est-ce que vous allez assister à ce match? Est-ce que c'est aussi une affiche qui vous intéresse ou pas du tout? Disons que vendredi soir, on a entraînement, à moins que Malika me laisse aller voir là. Mais on a entraînement vendredi soir, donc voilà, on va regarder évidemment ce résultat-là, parce que bon, voilà, c'est évidemment deux belles équipes de Vendée qui portent haut le football masculin. Mais bon, voilà, nous aujourd'hui, on est consacrés sur le match qui va arriver dimanche contre Saint-Denis et se préparer à ça. Parfait, je prends votre perche, Anthony, je la garde pour dans quelques minutes puisque c'est l'heure de l'entretien de 85 chrono. Et pour l'entretien de cette semaine, je vous propose une parenthèse cyclisme dans cette émission largement consacrée à l'actualité footballistique. Aurélien Huard est allé à la rencontre de Marion Hérault-Garnier. Au début du mois, Marion Hérault-Garnier a succédé à Thierry Adam à la présidence du comité d'organisation du Chrono des Herbiers, la course qui se déroule tous les ans, et l'occasion de revenir donc avec elle sur cette nouvelle nomination, les projets aussi pour l'année en cours. C'est ce que je vous propose de retrouver tout de suite dans l'extrait. Bonjour Marion Hérault-Garnier. Bonjour. Merci de nous accueillir dans le bureau du Chrono. Il y a quelques jours, donc, vous avez été désignée nouvelle présidente du Chrono, de la fête du Chrono. Vous étiez dans le bureau déjà depuis plusieurs années, depuis 2016. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'accéder à la tête de cet événement ? Une fierté, évidemment, une fierté pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis herbretaise, parce que c'est chez moi, parce que cet événement, je le connais depuis toujours. Quand j'étais enfant, j'habitais rue des Pierrefortes et quand j'ouvrais la fenêtre de ma chambre, j'avais vu sur la foire, j'avais vu sur la course. Donc finalement, le chrono fait partie de mon ADN presque. En tout cas, voilà, en tant qu'herbretaise, c'est assurément une fierté déjà. Et puis aussi parce que c'est au chrono que je dois énormément. C'est-à-dire le métier que je fais aujourd'hui, je le dois au chrono. Alors, quand je dis chrono, c'est la fête du chrono, parce que je le dois finalement à mon papa qui avait créé cette radio qui était au cœur de la foire, où j'ai pu côtoyer à la fois des grands coureurs, oui, certes, des organisateurs. Quand j'avais 17-18 ans, j'avais Jean-Marie Leblanc au bout du micro, Eddy Merckx, donc ça c'est incroyable, mais aussi tous les exposants. Et cette passion du micro, cette passion du vélo, elle vient de là, tout simplement. Donc je dois énormément au chrono, à la fois dans ma vie personnelle, dans qui je suis aujourd'hui, mais clairement beaucoup dans ma vie professionnelle aussi.
Vous qui connaissez quand même un peu les rouages, comme vous dites, du chrono, qu'est-ce qui, selon vous, là, depuis quelques années, fonctionnait bien? Qu'est-ce qui fonctionnait peut-être moins bien? Et quelles vont être les priorités, les premiers chantiers, on va dire, de votre présidence? Le chrono, il fonctionne bien. On va dire sur tous les aspects, ça fonctionnait, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on arrive à fédérer au niveau des bénévoles. Le chrono arrive à avoir une course de qualité avec un plateau qui fonctionne. Enfin voilà, quand on regarde juste derrière moi cette image avec les 4 champions du monde, c'était il y a 2 ans. Voilà, on arrive à avoir les meilleurs athlètes. Donc franchement, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voilà, c'est la question qu'on va se poser. On a envie de faire plus, on veut faire toujours mieux, mais en soi, ça fonctionne. La foire, il y a une liste d'attente au niveau de la foire. C'est-à-dire qu'elle fait le plein année après année, à part pousser les murs. Je sais que c'est en projet, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Il y a toute une équipe qui y travaille. On peut certainement assurer des choses. Donc ça, c'est le rôle avec justement l'équipe. Mon plus gros chantier, là, aujourd'hui, il est d'un point de vue partenariat, parce que c'est vrai qu'il y avait une salariée, Mélanie, qui a fait une demande de rupture conventionnelle. Donc le chrono est en train de se séparer de cette salariée. Donc ça, ça fait partie des chantiers, mais dès cette semaine, on a une réunion, on est en train de créer une commission, une cellule pour gérer les partenaires avec plusieurs personnes. Moi, ma volonté, c'est que ça ne repose pas sur une seule personne, surtout pas moi aussi, parce que la vie fait aussi que j'ai une vie professionnelle, une vie de famille, et que j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde. Donc ça, faut en être conscient. C'est sûr. Quand on voit, pas plus tard dans l'actualité cycliste, ce week-end, qu'il y a une bouteille à la mer qui est lancée par la Classique Loire-Atlantique, qui perd une subvention, qui est en danger financier. J'ai aperçu sur les réseaux cette semaine le Tour de Gironde, qui n'aura pas lieu faute de moyens financiers. Pour moi, la priorité, elle est là. On est dans un contexte économique qui est compliqué. On a la chance d'avoir des partenaires qui sont fidèles. Donc ça, il faut l'entretenir. Aller en chercher d'autres, ce sera important aussi. Donc pour moi, la priorité, elle est là aujourd'hui. Parce que d'un point de vue course, les gars qui s'occupent de la course le font merveilleusement bien. L'équipe n'a pas changé d'un point de vue course, elle s'est renforcée avec un jeune, Brieux Morillon, qui vient d'intégrer le bureau pour la partie course. Mais il y a toujours Noël Coutan, Dominique Soulard, René Merlet. Et d'un point de vue foire, c'est toujours la triplette bénite de la foire avec Jean-Luc, avec Gilles et avec Didier qui assurent de ce côté-là. Pas de changement, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils le font très bien, donc ils ont totale confiance. Et puis après, on avance ensemble, évidemment. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de financer ces événements pour que ces champions qui viennent chaque année continuent de venir. C'est compliqué pour l'instant, j'en mesure peut-être pas encore l'entièreté des choses. En tout cas, il y a déjà des contacts, les retours sont positifs. Donc de ce point de vue-là, déjà, c'est quelque chose de positif, c'est le cas de le dire. Maintenant, on est obligé, on se doit d'être sensible et de tendre l'oreille à ce qui se passe ailleurs. On est sur un format associatif, on n'est pas ASO, on n'est pas une entreprise, même si les budgets, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est des budgets qui sont conséquents avec le fonctionnement finalement d'une entreprise, mais on reste des bénévoles et aussi motivés qu'on peut l'être. Il y a des contraintes économiques en face, les crises qui se succèdent, il y a eu le Covid. Donc voilà, la bonne nouvelle, et ça je remercie tous mes prédécesseurs, c'est que les finances sont saines. On a une trésorerie qui est saine, on a un petit matelas d'avance qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Maintenant, ça n'empêche que il doit y avoir une gestion rigoureuse qui doit être faite des finances. Ça passe par des partenaires, on sait qu'on n'ira pas chercher plus en subventions publiques. Évidemment, ça a plutôt tendance à aller vers la baisse, mais du coup, on se doit de séduire, de trouver des choses pour séduire les partenaires privés, parce que ça passe évidemment par des partenaires privés. Oui, c'est le nerf de la guerre, je le disais, mais j'y suis très très attentive et là il y a du boulot, forcément. Et donc terminons justement sur votre actualité et votre métier. Quel va être un peu le programme des prochains mois? Est-ce qu'on va voir sur quelques grandes courses? Est-ce qu'on va revoir sur le Tour de France féminin, notamment cet été? Pour l'instant, le programme il est un petit peu commun à ce qu'on a pu, ce que je peux connaître en tout cas depuis pas mal d'années. Donc toujours avec les remplacements chez ASO. Maintenant, je continue d'aller sur Paris-Roubaix Femmes. Là, une actualité qui va être locale et ça va être une première. Et j'en suis très 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 contente. J'ai la chance d'officier sur le région Pays de la Loire Tour aux côtés de Daniel Manjas. Donc ça va intervenir dans la dizaine de jours qui vient. Il y avait la présentation la semaine dernière. Donc ça, c'est l'actualité, on va dire, proche. Et oui, je serai bien toujours aux côtés de France Télévisions pour le Tour Femmes avec ma place sur la moto. Ça, il n'y aura pas de changement cette année non plus. Merci beaucoup. Merci. Marion.
Voilà pour l'entretien à 85 chrono de cette semaine, à retrouver comme toujours en intégralité dès à présent sur notre site tvvendée.fr. Et on revient à l'actualité footballistique avec nos invités du club de La Roche ESO et une rencontre déjà dès ce week-end pour la 15e journée de Détroit. Baptiste. Effectivement. J'avais une question, on parlait du niveau du championnat avec différents niveaux. Est-ce qu'on peut considérer que le Saint-Denis, l'adversaire de dimanche, fait partie de ce bas de championnat d'un niveau moindre comparé au vôtre et aux équipes de haut de tableau ? 9e au classement, Saint-Denis. Oui, c'est oui. ça. Alors, les équipes parisiennes sont un petit peu particulières parce qu'elles ont au sein de leur équipe des filles qui sont de très bon niveau, mais elles ont surtout une mentalité qui est différente un peu des autres clubs. Donc, Pourquoi elle est différente Elle est différente parce qu'elles sont un petit peu plus agressives, elles sont un peu plus dans le contact, elles sont un peu plus dans le duel. Et donc évidemment, nous ça a été notre première défaite cette année à domicile, on a perdu 1-0 et c'est vrai qu'on avait été bousculé à ce niveau-là. Alors footballistiquement, on n'apprend pas grand-chose, mais au moins elles ne lâchent pas, elles sont présentes. Et c'est là-dessus aussi où nous, notre équipe doit évidemment évoluer pour se mettre à ce niveau-là et ensuite passer le cap techniquement, tactiquement pour gagner ces matchs-là. Mais c'est vrai que la mentalité est un peu plus rugueuse en tout cas. Donc vous attendez de nouveau un accueil oui, et une rencontre. Parce qu'il y a encore quelques semaines, on est allé au CA Paris, on a perdu 1-0 et c'était le même contexte. Donc voilà, les filles sont préparées à ça et évidemment que il faut sortir vainqueur de cette confrontation parce que c'est vrai qu'on a une petite dynamique qui est un peu négative, donc il faut retrouver la victoire pour retrouver un nouvel élan. Donc il reste encore un tiers du championnat à disputer. Donc vous êtes 6e avec 24 points, donc à 8 longueurs de la 2e place. Première qualificative pour aller à l'échelon supérieur en D2 pour la montée. Anthony, au début de saison, vous disiez d'attendre voir toutes les équipes pour savoir où vous situez. Maintenant que la première phase s'est terminée, on est au milieu de la 2e. C'est quoi les objectifs de La Roche ESO en cette fin de saison ? C'est que c'est pas les deux premières qui montent, c'est seulement la première qui monte parce qu'il y a 2 poules en fin de compte, il y a un groupe A, groupe B et il y a seulement 2 montées en D2, donc les premières de chaque poule. Les 2 premiers, oui. Donc voilà, donc ça veut dire que là il y aura à mon avis qu'une seule équipe qui va monter. Donc voilà, nous aujourd'hui l'objectif est d'être le plus haut possible, donc évidemment de finir. Moi quand je parle aux filles, chaque match c'est de gagner les matchs, c'est d'être compétitrice et puis à chaque fois repartir, refaire le match et encore mieux que le match précédent et puis d'aller le plus haut possible. Il n'y a pas de limite. Alors là évidemment on a 13 points de retard sur Saint-Malo, donc moi je pense que Saint-Malo aujourd'hui on verra, parce que ce week-end, il y a Roubaix-Saint-Malo quand même, donc ça va être intéressant de voir cette confrontation-là. Mais en tout cas, de terminer dans les objectifs qui étaient fixés au début de saison dans les 3 premiers. Je crois qu'aujourd'hui, on a largement les capacités de le faire, mais il faut retrouver la victoire qui nous manque depuis quelque temps, et ça, c'est un élément important. Mais je pense qu'on a largement la place d'être dans les 3 premiers. Peut-être aussi une saison de transition, puisque l'effectif avait pas mal évolué par rapport à la saison dernière. Malika, est-ce que l'objectif, c'est à plus, on va dire, moyen terme, long terme, de revenir un jour à l'échelon supérieur, où vous travaillez sur un projet qui est un peu plus global ? On travaille sur un projet plus global. Là, il y a cette saison et la saison prochaine qui sont importantes avec l'évolution du foot féminin et puis justement cette nouvelle division. Donc le projet, c'est d'être dans les 3 premières sur cette saison et l'année prochaine aussi, pour pouvoir à un moment donné savoir vraiment où se situer et aussi de voir l'évolution de la D2, parce que je pense que dans les 2 ans, là, on peut remonter avec... Il faudra mettre des moyens, mais footballistiquement, c'est faisable. Après, c'est d'aller jouer en D2 et de rester en D2. Là, après, c'est une autre donnée qui va être une donnée financière. On en profite aussi pour parler des autres actualités du club, puisque vous avez aussi votre équipe première masculine qui est en Régional 1, actuellement 2e de son groupe, et puis aussi les U19 féminines qui sont dans leur 2e phase du championnat. Comment est-ce que ça se passe pour ces 2 autres équipes ?
Les garçons, ça se passe très bien. Hein. On se pose toujours la question quand il y a une descente, parce que là, c'était une descente. L'équipe a bien rebondi avec un nouvel entraîneur, mais tout s'est bien passé. Et vraiment, ça vit bien. Les résultats sont là. Ils sont deuxièmes et à 3-4 points, je crois, avec le premier. Donc, de match en match, on verra à la fin, sachant qu'en plus, il y a des barrages. Et puis, c'est pas un objectif du club de remonter en National 3. Si ça arrive, on verra, mais c'est pas un objectif. Après, au niveau des U19, c'est le maintien. Et là, ça devient aussi de plus en plus compliqué parce qu'il y a quand même 2 descentes. Et nous, les U19 nations, au niveau du féminine, ça a toujours été un objectif au niveau du club parce que c'est la formation. C'est la passerelle, c'est ça c'est la passerelle, même si je pense qu'on est en train de se faire... On est actuellement en réflexion aussi parce qu'on s'aperçoit qu'on en emmène de moins en moins. Les jeunes générations ne sont plus les mêmes aussi qu'avant, donc il y a plus de consommation que de vrais projets pour emmener. Donc voilà, on va se poser les questions avec le club, mais nous, c'est notre réservoir, quoi. Il faut... Le SO, ça a toujours été, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, c'est la formation des jeunes et les jeunes doivent aboutir en équipe première. En tout cas, on sera encore là pour suivre les résultats, pas seulement donc de la D3F, mais aussi de la R1 et des U19 d'ici la fin de saison. On va partir sur le quiz dans quelques minutes, mais avant cela, on va fermer notre deuxième partie de l'agenda et repartir sur les terrains avec tout d'abord un premier rendez-vous dimanche après-midi en rugby. Le RC Sablé, premier de son groupe, retrouve la Fédérale 3 devant son public avec la réception d'Angers 5e. Coup d'envoi de cette 17e journée à 15h30 au stade de la rue de Lierre. À noter qu'en Fédérale 2, le FCY sera lui en déplacement à Rochefort. Un mot de water-polo avec la poursuite du championnat régional. Samedi soir à 20h, le water-polo lyonnais affronte l'équipe 2 d'Angers à la piscine Arago de la Roche-sur-Yon. Dans un tout autre registre, cette fois à partir de demain vendredi et jusqu'à dimanche, le Vendée Espace accueille la 7e édition du Vendée Freestyle Session, à suivre donc tout au long du week-end. Puis sur la côte vendéenne, direction Saint-Jean-de-Mont pour les championnats de France de char à voile, classe 3 et classe 8. Premiers essais dès demain avant le début des compétitions samedi. En gymnastique, la commune du Fenouillet accueille les finales régionales par équipe. Plus de 500 gymnastes seront réunis dès samedi matin. Point d'orgue du week-end à 18h avec les équipes nationales A, le plus haut niveau de la discipline. Du côté de Belvigny, la salle Omnisport accueille samedi la finale du challenge de Vendée de Palais-Fonte. Près de 130 doublettes seront réunies pour l'occasion. À suivre à partir de 9h30 ce samedi. En cyclisme, le comité départemental organise dimanche 2 courses. La première, celle du Loup Blanc à partir de 13h aux Herbiers, une course réservée aux catégories Open 1, 2, 3 et au moins de 17 ans. Et puis la seconde course aura, elle, lieu du côté de Moutier-les-Mauffais. Les Access et U15 se retrouvent à 13h45 ce dimanche pour ce rendez-vous organisé par le Vélo Club Moutiérois. Un événement de randonnée pour les aficionados de VTT ou de gravel. Si c'est le cas, vous pourrez vous rendre à Saint-Georges-de-Montaigu pour la 24e édition des Bushman. Premier départ dimanche matin à 7h30. Et puis enfin, épilogue de cet agenda avec un double rendez-vous de course à pied. Place dimanche matin à la Venance-Altaise avec ses 3 distances au programme. Course lancée depuis la salle Omnisport dès 8h45. Et l'ultime case à l'agenda, c'est la Run Color, une course à suivre du côté de Fontenay-le-Comte et tout particulièrement depuis la Plaine des Sports. Lancement ce dimanche à 14h. Et puis avant de conclure et de tester les connaissances de nos invités, nous avons une pensée pour Jean-Maurice Bonneau. On l'a appris ce mardi, originaire de Saint-Hermine, le cavalier vendéen et figure du monde équestre français s'est éteint à l'âge de 64 ans. Jean-Maurice Bonneau avait notamment été entraîneur pour l'équipe de France d'équitation et participé au travers de cette fonction à 4 Olympiades. Depuis l'annonce de son décès mardi, de très nombreux témoignages ont fleuri de toute la communauté équestre de l'Hexagone. Nous avons donc une pensée ce soir pour Jean-Maurice Bonneau et tous ses proches, bien entendu. Allez, fin de cette émission. Comme toujours, c'est l'heure de tester les connaissances de nos invités avec le quiz. Alors, Malika, je ne vous voyais pas très rassurée parler à Anthony. Bon, ça va très bien se passer puisqu'on est sur un quiz spécial football. Baptiste, évidemment, vous participez aussi. Le premier qui a la réponse donne la réponse, pas besoin de lever la main. On va partir. Alors, on a parlé effectivement de la Roche-ESO en Régional 1. Votre club, les Lyonnais, sont actuellement 2e du groupe B. Mais derrière, quelle équipe ? Changer. Bon, un point entre Baptiste et Anthony. Alors, je suis obligé de tenir les comptes. Alors, samedi 9 mars, on part cette fois en National 3. Se tenait le derby entre Fontenay-le-Comte et le Poiré-sur-Vie. Quel fut le score final ? 7-0. 7-1. 7-1, c'est pareil pour Baptiste. Celle-là. Alors, si l'on prend en compte les 2 clubs vendéens de National 2, on a parlé des Herbiers, on a parlé de la Roche VF, quel joueur est actuellement le meilleur buteur en championnat ? C'est pas Jérémy Billy ? C'est Jérémy Billy avec combien de buts, Baptiste ?
9. Un tout petit peu moins, 7 buts. Et puis une dernière question sur le mondial de Montaigu dont on a parlé. Quelle équipe a remporté l'an dernier le Challenge Nation masculin? J'ai envie de dire l'Argentine. C'est pas l'Argentine. L'Angleterre. C'est l'Angleterre, Anthony, effectivement. Bon, 3-2, victoire de Baptiste ce soir. Bon, pas griller la politesse de nos invités quand même. Bon voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette émission. Prochain rendez-vous, donc on l'a dit, à Saint-Denis pour la 15e journée de D3F. Et puis on sera là pour suivre évidemment tous les autres résultats. Bonne fin de saison à tous les trois. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine également. Et puis bonne fin de semaine à vous aussi Baptiste. Bonne soirée. Et puis nous, on se retrouve dès lundi matin pour le journal des sports dans la matinale. Et le soir à 18h45 pour 85 chrono. D'ici là, très belle fin de semaine à tous. Et rendez-vous la semaine prochaine.